demander un deuxième. Radio Tennis Play. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. Un petit peu de silence. Merci. Mais par quel bout allons-nous le prendre, ce Wimbledon 2012 ? Il s'est passé tellement de choses en cette première semaine. Bon, je vous fais un petit listing rapide. Élimination surprise de Rafael Nadal au deuxième tour et à un degré moindre, celle de Maria Sharapova en huitième de finale, qui va perdre sa place de numéro 1 mondial au profit de Victoria Azarenka, la tempête médiatique provoquée par Gilles Simon suite à son opposition à l'égalité des salaires hommes-femmes en Grand Chelem, les difficultés tennistiques et physiques de Roger Federer, les problèmes liés à la pluie et l'utilisation du toit sur le central, la belle histoire du miraculé Brian Baker, le 7 en or de Jaroslava Shvedova, les 11 fautes de pied d'Ivo Karlovic face à Andy Murray, les 5h31 de jeu entre Marin Cilic et Sam Querrey, plus long match de l'histoire du tournoi joué d'une traite, les retrouvailles manquées entre John Isner et Nicolas Mahut, tous deux battus par le Colombien Alejandro Falla, la victoire sans lendemain de Ernest Gulbis sur Thomas Berdych, celle de David Goffin face à Bernard Tomic dans le duel des teenagers, les adieux de Kim Clijsters à Wimbledon. Je m'arrête là, on ne traitera pas tous ces sujets, je vous rassure, mais on a du pain sur la planche. Alors, merci d'être venu, Christophe. Voilà, pour discuter de tout ça quand même, j'ai avec moi quelqu'un dont la patte gauche lui a permis de se hisser à la 61e place mondiale et d'accrocher notamment des victoires sur Pete Sampras en 1991 ou Boris Becker en 1993. C'est Rodolphe Gilbert qui est avec nous cette semaine. Salut Rodolphe, merci d'être là. Si tu ne devais retenir qu'une image parmi toutes celles que j'ai citées lors de ces premiers jours de Wimbledon. Moi je dirais le Golden Set de Shvedova. Parce que c'est tellement rare que ça me paraît incroyable d'arriver à gagner un set 6-0 comme ça face à la 10e mondiale. Les 24 points et finalistes à Roland-Garros, c'était face à Sara Errani. En attendant les Jeux Olympiques, il suit Wimbledon avec attention, mais décontraction, puisque c'est le seul grand chelem que ne retransmet pas sa chaîne. Bruno Cuas d'Eurosport est de retour. Salut Bruno. Salut, j'ai jamais battu personne, contrairement à Roger Federer. J'ai peut-être pris un set à Christophe Taureau une fois à un moment d'absence, mais sinon j'ai jamais battu personne, ça c'est clair. Ton image de la semaine malgré tout. Ah, mon image de la semaine, eh bien, allez, c'est Gilles Simon, même si c'était pas vraiment une image, c'était des propos, mais j'avoue que Gilles Simon a illuminé cette première semaine par ses propos légèrement anticonformistes et non politiquement corrects. C'est ça que j'ai aimé, moi. Mon double messieurs Jean-Paul Lotte, Julien Pichenet est de retour après une semaine off. Je vous rassure, ils ne sont pas partis en vacances ensemble. Qu'est-ce que t'en sais d'abord ? Mes amis, bien le bonjour, capitaine. On commence par toi, ton image de la semaine. C'est cette surprise magnifique qu'en entendant l'entame de notre émission, on a tous failli partir parce que tout était dit. Non, plus sérieusement, c'est quand même les 2 sets de Julien Benneteau contre Roger Federer, parce que contre celui-là, il faut mener à Wimbledon et il n'a quand même pas été très loin de remporter ce match. Il a failli au 4e set au tie-break, mais sur l'ensemble, vraiment j'y ai cru. J'y ai cru pendant un moment et je garde les 2 sets en tête parce que c'était du beau tennis. Passé 6 fois à 2 points du match, Julien Benneteau face à Roger Federer. Julien, toi, qu'est-ce qui t'a marqué ces jours derniers à Wimbledon ? Oh bah comme ça, tiens, je dirais, il y a un point de Benoît Paire que j'ai trouvé magnifique, c'était une volée plongeon. Ah tiens, tu nous parles de Benoît Paire, c'est étonnant. Il a passé 2 tours, c'est vrai qu'il aurait pu aller plus loin, il a battu Dolgopolov et Ebden, et il a fait une volée plongeon magnifique qui m'a fait hurler, c'est vrai qu'on n'en voit plus beaucoup, à Boris Becker presque, qui s'est jeté sur le court pour attraper cette volée, c'était magnifique, vraiment magnifique. Ça disparaît un peu la volée plongeon, c'est dommage. Mais il ne l'a pas rattrapé. Si, il a gagné, le point gagnant. Oui, quand même. Il roulait sur le court après comme une voiture qui ferait un tonneau après un coup d'éclair. Je pensais qu'il faisait un numéro pour justifier les plongeurs. Non, ça c'est Noah qui faisait ça. Allez, vous connaissez les acteurs, vous connaissez le menu. Radio Tennis Play saison 1, épisode 22, spécial Wimbledon. C'est parti. Radio Tennis Play.
Allez, on va attaquer avec le sujet le plus chaud du moment à Londres. Enfin, chaud, c'est pas le terme le plus approprié puisqu'on va parler de la pluie qui perturbe le tournoi. Je vous rappelle que ce lundi, les huitièmes de finale ont été très perturbés. Si les dames sont passées entre les gouttes, seuls 3 des 8 huitièmes de finale, messieurs, se sont déroulés, dont 2 joués sur le central équipé de son toit. Ce n'est pas nouveau, mais cette utilisation du toit pose tout de même de sacrés problème, d'autant que cette année à Wimbledon, son utilisation a parfois été un peu étrange. Messieurs, avez-vous le sentiment qu'il y a 2 tournois, un tournoi pour ceux qui ont la chance de jouer sur le central et de pouvoir avancer tranquillement dans leur tournoi, et puis ceux qui ne jouent moins souvent sur le central et qui ont des journées un petit peu plus perturbées. Qui veut attaquer sur ce sujet ? Julien. Justement sur le côté favoritisme et tout ça, qu'est-ce qui se passe s'il pleut les 5 premiers jours du tournoi ? On va faire jouer les premiers tours sur le central de Federer, de Nadal, de Djokovic, et puis après, une fois qu'ils auront joué leur premier tour, qu'est-ce qu'on fait ? On met Rosol contre Ebden sur le central ou comment ? Non, mais comment ça se passe ? C'est toujours les mêmes qui profitent de ça. Alors après, pas forcément, parce que d'une certaine façon, il est plutôt... 3 qui jouent sur le central, 4. Allez. Quand j'ai vu hier soir comment ça se passait pour nos 2 gaillards, Gasquet et Tsonga, je me suis dit heureusement qu'il y a la pluie. Parce que l'un et l'autre étaient mal embarqués. Et il est possible que l'un et l'autre se reprennent pour les matchs qui vont se dérouler aujourd'hui. Donc, quelquefois, il y a du mauvais, quelquefois, il y a du bon. On a déjà assisté avec Rodolphe à des tournois de Wimbledon où le premier tour n'était pas terminé le samedi. Le tournoi, c'est quand même terminé. Ça m'est arrivé. C'est arrivé. En 91, termine le vendredi. On a vu ce genre de choses. Donc, voilà. Effectivement, il y a un peu de favoritisme pour les têtes de série qui jouent sur ce central. Mais est-ce que c'est vraiment une faveur, ce truc qui met une demi-heure ou voire plus pour se fermer, Justement, c'est aussi un problème. Ce qui a été assez étonnant à Wimbledon cette année, c'est qu'ils ont fermé le toit des jours où il ne pleuvait pas. Et notamment, très étonnant, pendant le match Rosol-Nadal, l'obscurité tombe, ils ont arrêté le match 40 minutes, ils ont fermé le toit et ça s'est terminé en indoor, alors que le règlement stipule qu'on ferme le toit quand il pleut. Oui, là, donc ils commencent à utiliser le toit même quand il ne pleut pas, et il y a visiblement une dérive pour jouer le soir. Arrêtez-moi si je me trompe, est-ce qu'avant cette année, on ne jouait pas après 23h ? Parce que là, on arrête à 23h. Là, on a arrêté à 23h02 le match de Murray-Bagdatis. C'était d'ailleurs assez marrant. C'était le cas des autres années déjà ? En fait, à 5h, il a demandé au juge arbitre s'il devait finir le jeu ou pas. Parce qu'il était pile 23h quand il a entamé son jeu de service. C'est quand même incroyable. En fait, ça c'est une nouveauté parce qu'en fait, ils ont des problèmes de voisinage. Voilà, c'est les problèmes de voisinage. Comme à Roland. Un petit peu comme à Roland, parce que c'est un peu la même population. D'ailleurs, c'est assez drôle. C'est une population quand même très fortunée qui avoisine Wimbledon. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même aussi dans des problèmes de renégociation de contrats avec l'utilisation et de tous les dérangements quand même qu'ils occasionnent lors du tournoi. Mais il faut dire quand même que le voisinage en profite largement du tournoi parce qu'ils louent tous leur maison à des tarifs très prohibitifs. On va dire que je ne pense pas que le voisinage soit contre le tournoi. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette règle des 23 heures, elle a été établie de manière très rigoureuse cette année parce que justement, ils sont en discussion avec le comté de Merton, là, je ne sais pas où, l'endroit exactement où se situe Wimbledon, et ils ont peur d'avoir des interdictions, alors là, qui seraient des interdictions préfectorales, qui les interdisent. Donc, je pense qu'ils espèrent là de passer entre guillemets à travers les gouttes en disant, mais ce que vous disiez sur le toit fermé ou ouvert, là vraiment il y a un gros problème de la gestion du toit. Soit on joue n'importe quoi. On est d'accord parce que Nadal qui en avait quand même profité à Roland Garros, qui lui a eu un match interrompu par la pluie à Roland Garros, vous vous en souvenez évidemment la finale. Là, il a été évidemment désavantagé puisqu'il avait quand même l'avantage sur Rosol au moment où on a décidé de fermer le toit, non pas à cause de la pluie comme tu le disais Christophe, mais en raison de la nuit, l'obscurité. Donc ça c'est une autre raison qui revient en fait peut-être que Nadal avait exigé de terminer le match. Non, je pense pas. C'est pas le genre de la maison. Enfin, après, quelles que soient les conditions, Nadal doit battre Rosol, quelles que soient les conditions. Donc, parce qu'il y a aussi un autre élément qui d'ailleurs est apparu. Oui, un autre élément qui est que les audiences télé, et tu connais bien ça, Jean-Paul, les audiences télé, comme par hasard, elles grimpent de manière extraordinaire, et notamment lorsqu'on est en concurrence avec l'euro, puisque l'euro en Grande-Bretagne, il s'arrête vers 22h, même avant, puisqu'il y a 1 heure de décalage par rapport à la France. Et après l'euro, donc les gens zappaient sur Wimbledon, et c'est pour ça qu'ils ont fait des audiences énormes lors de la fameuse session entre 22 et 23 heures. Bah oui, Murray-Bagdatis, c'est 8 millions de téléspectateurs, 42% de part de marché. 42% de part de marché, imaginez-vous. C'est colossal. C'était TF1 à la grande époque. J'ai pas les chiffres de Nadal. Non, mais ce qui a été aussi très étonnant, c'est que le jour de Benetto Federer et de Djokovic Stepanek, il ne pleut pas et le toit est fermé toute la journée. C'est-à-dire qu'on joue en indoor sur le central, alors qu'à l'extérieur, tout le monde joue tout à fait normalement. Les prévisions sont mauvaises. Une prévision météo absolument catastrophique. Ils devaient imaginer qu'il allait pleuvoir. Donc ils ont joué en salle sur le central.
Et à contrario, hier, alors que, a priori, il allait pleuvoir, ils n'ont pas décidé de fermer le toit tout de suite pour le fermer ensuite. Donc c'est un petit peu. Je sais pas ce qu'on pense, Rod, qui est quand même le plus Rodolphe, joueur. toi qui as joué. Qu'est-ce que ça change Je crois vraiment surtout le gros problème, c'est que ça met 40 minutes à fermer l'histoire. Donc ça veut dire une interruption de 40 minutes. Donc il y a des moments où ils prennent la décision de fermer le toit toute la journée. Voilà, tout simplement. Mais ça change. Pour toi, c'est pas un problème d'équité d'avoir un tournoi toit fermé, un tournoi. C'est exactement la même chose qu'avec le Hawkeye. C'est le même problème. Voilà, il y a des cours qui l'ont, des cours qui l'ont pas. Donc forcément, ça change la donne. Voilà. Et puis les conditions de jeu sont pas les mêmes. En indoor, il est quand même, c'est beaucoup plus rapide, quoi. L'air est quand même pas le même. C'est ce qui se passe aussi à l'Open d'Australie, mais la gestion du toit à l'Open d'Australie a l'air mieux maîtrisée en tout cas. Hein. Je crois qu'il met 7 minutes à se fermer le toit. Non, c'est un peu généreux, mais c'est vrai qu'ils anticipent une petite vingtaine de minutes. Ce qu'ils font en Australie, c'est qu'ils anticipent, c'est-à-dire que le toit se ferme progressivement. Il avance tout doucement. Oui, non, mais il y a le problème de fond, c'est que quand il y a 7 minutes de pluie sur l'herbe, c'est réglé pour un long moment. Alors que quand tu as quelques minutes de pluie sur du décoteur faux haute, comme en Australie, c'est pas vraiment un problème. L'herbe, la moindre petite pluie, et ça la rend glissante pour un moment. Donc ils ont intérêt éventuellement, quand il y a de mauvaises prévisions, comme ça a été le jour où ils ont fermé le matin, à le fermer, autrement il n'y a pas de match du tout. Ça n'a gêné personne puisque tout le monde a joué à l'extérieur et les autres ont joué un peu à l'intérieur. Bon, c'est pas très grave. Le Hawkeye, une fois c'est bon, une fois c'est pas bon. Il y a des cours qui l'ont, des cours qui l'ont pas. Voilà. Il y a pas mal de joueurs qui se plaignent de ne pas avoir le Hawkeye. Parce que c'est quand même agréable quand tu as quelqu'un d'autre que l'œil de celui qui peut être faillible se trompe. Et c'est agréable pour les joueurs qui sont moins bien classés. Quand ils jouent des joueurs mieux classés, enfin en tout cas des tops, parce que c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui mettent quand même pas mal la pression sur les arbitres, et au moins avec le Hawkeye, il n'y a pas de grosses fautes. Mais est-ce que la question avec ce toit, c'est pas que Wimbledon est tout doucement en train d'installer des night sessions qui, a priori, étaient vraiment contre les pratiques maison et qui sont en train de s'apercevoir qu'effectivement, ça peut être aussi très intéressant économiquement et valoriser notamment leurs droits télé avec ça. Je crois qu'ils sont capables d'inventer les night sessions qui se finissent à 23h. Ce qui va être compliqué quand même. Ils vont essayer d'inventer les matchs de tennis qui se finissent à l'heure. Là, ça va être quand même très très difficile à inventer. Ça, pour le coup, ça plairait aux télé. Mais j'ai peur qu'ils aient du mal quand même. Je crois que le toit, il est bon quand même d'avoir un toit pour faire avancer le tournoi. Parce que Wimbledon, c'est vrai qu'il y a des fois on ne joue pas pendant 2 jours. C'est horrible, quoi. On a fait le tournoi pendant 130 ans comme ça. Ça s'est très bien passé. Mais il y a des moments où c'est horrible. On peut le mettre à la poubelle, le toit. Wimbledon quand il fait beau et Wimbledon quand il fait pas beau, c'est pas pareil. Je vais en remettre une couche sur la télé. La télé, elle préfère quand même quand le toit est fermé. Parce que quand il y a des bâches, c'est quand même moins sympa. C'est quand même assez difficile de payer des contrats de télé pour retransmettre un tournoi et d'avoir des bâches, et puis surtout d'avoir, Sampras Agassi, c'est pas mal. Enfin, on a eu Borg contre Pechin, où pendant 25 ans, en match de retransmission à la télévision française. À chaque fois qu'il pleuvait, on passait ça. Oui, non, mais il y avait une cassette prévue, marquée pluie dessus, et les mecs foutaient ça. C'était quand même mieux d'avoir du live, quoi. Bon, on va peut-être refermer ce chapitre à défaut de fermer le toit, en vous rappelant qu'on aura sans doute un toit à Roland-Garros en 2017. Donc on verra à ce moment-là. Mais j'imagine qu'on va en reparler du toit avec Nadal, là, parce que ça non. Oui, j'imagine. On arrive. Et des night sessions. Non, mais ça aussi. Tu passes effectivement. Je suis impatient. Non, mais il a parlé aussi de la surface bleue. Il va parler du toit. Ça va. Quand on perd, on perd. Ça va. Il joue Rosel, il doit le battre partout, Rosel. On peut refermer ce chapitre et lancer un jingle, c'est possible. Radio Tennis Play. Alors oui, messieurs, on va évidemment revenir sur le choc de cette première semaine, à savoir l'élimination de Rafael Nadal dès le 2e tour par le Tchèque Lukáš Rosol, 100e mondial, tout rond. Ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Moi, personnellement, j'avais rarement vu un type taper aussi fort dans la balle et puis que ça reste dans les limites du court aussi souvent, une sorte de moment de grâce. Il est fort probable que Rosol ne rejouera jamais comme ça sur un court de tennis. En tout cas, il a perdu au tour d'après. On peut rappeler que Nadal, lui, n'avait plus perdu au 2e tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis 2005 et une défaite face à Gilles Muller, c'était déjà à Wimbledon. Julien, tu es déjà bouillant sur ce sujet. Tu nous en parles depuis qu'on est arrivé dans ce studio. Vas-y, lâche les chevaux.
C'est plus qu'un choc de la première semaine. C'est l'un des, comme disent les Anglais, l'un des big upsets de ces dernières années. Il n'y a pas eu énormément de surprises de cet acabit-là dans des premières semaines de Grand Chelem, ces 10, 20, 30 dernières années. Faut fouiller. Peut-être Dohan quand il bat Becker en 87, mais bon. C'était pas mal aussi. C'était pas mal aussi. Cela dit, voilà, j'ai l'impression que les fans de Nadal sont plus atteints que Nadal lui-même par cette défaite. Lui, il est bien, il est au soleil chez sa mère à Majorque, il bouffe des lasagnes, il a la plage l'après-midi. Il est allé voir la finale du foot, ça lui a remonté le moral quand même. Non, mais je pense qu'il va très très bien. Il va revenir comme un dingue dès les Jeux. Je suis quasiment prêt à parier, à mettre un billet. Même si, je sais pas si j'ai le droit de faire ça d'ailleurs. Mais non. Non, ce n'est pas éthique. À parier un repas avec Jean-Paul qu'il va gagner une médaille à Londres au JO, qui va être injouable à l'US Open. En revanche, que ça peut signifier cette défaite prématurée à Wimbledon, c'est que Nadal va peut-être avoir du mal maintenant, et ça j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus tous. À 26 ans passés, de faire l'enchaînement terre battue gazon, ce qui est pas simple quand on commence à prendre de l'âge. L'année prochaine, il va gagner Roland Garros pour la 8e fois. Est-ce qu'il va réussir? Bah oui, il faut arrêter évidemment. Est-ce qu'il va réussir encore à chaque fois à faire l'enchaînement terre gazon maintenant à 27, 28 ans? C'est la question qu'on peut se poser. J'aimerais bien que Rodolphe nous donne son avis parce que lui, il est encore joueur. Mais il y a une chose juste avant. Petit joueur, hein, Jean-Paul. Non, pas petit, parce que à ton grand âge, c'est il le faut meilleur jouer joueur maintenant. français des plus de 40 ans. Non, attention. Puis, il ne les paraît pas. Il m'a semblé, hormis le fait que la performance de Rossold était inattendue, que Nadal, qui avait les dernières années beaucoup travaillé pour adapter son jeu aux surfaces rapides, c'est-à-dire frapper plus à plat, un certain nombre de coups, particulièrement son coup droit, il m'a semblé sur ce match qu'il a beaucoup lifté, avec des trajectoires bombées. Il n'avait pas le temps de faire grand-chose, Jean-Paul. Oui, tout ce qu'il a fait, il y a eu 5-7 quand même. Oui. Il y a eu 5-7 de jouer. J'ai eu le sentiment que l'adaptation qu'il avait eu le temps de préparer au jeu de surface rapide ne s'est pas faite sur ce match-là. C'est ce que j'ai retenu. Bon, voilà. Moi, je crois que c'est plusieurs éléments. Voilà, c'est d'abord pas un très grand Nadal, un Nadal moyen, face à un type de joueur qui lui pose des problèmes, un espèce de, on va dire, de Söderling bis, 1m96, qui déboule des services et des frappes des deux côtés. Voilà, donc ça le tend déjà. Quand il n'est pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Il recule un peu, il lifte un peu plus, il essaye de mettre un peu plus d'effet. Et puis, le seul moment où, pour moi, il a pris la mesure, c'était au 4e, où, franchement, s'il ne s'arrête pas 40 minutes, et qu'on reste dans ce genre de conditions, je pense. Et le fait d'avoir une interruption aussi longue a permis à Rosol de se refaire un peu la santé. Et puis un très mauvais jeu de Nadal au début du 5e. Et derrière, l'autre a été impérial au service. Voilà. Il a servi les 2 derniers jeux où il sert, il aurait pu se tendre un peu. Il sert 2 fois 3 aces. Et au retour. Bon, voilà, donc, mais toi, pas toi, 4e, 5e, enfin, il se doit quand même de battre Rosol, quelles que soient les conditions, on est d'accord, même avec une pause de 3 jours. C'est pas des mathématiques, malheureusement. Non, mais c'est quand même sidérant ce qui lui est arrivé à Nadal, c'est quand même dingue. Oui, mais je pensais que Rosol pouvait faire ça. Oui, mais je suis pas sûr que ce jour-là pouvait le faire. Mais je suis pas sûr que ce jour-là, tu aurais beaucoup de joueurs qui auraient battu. Si Rosol avait pu jouer comme ça face à quelqu'un d'autre, je pense qu'il y a quand même pas beaucoup de joueurs qui auraient battu ce Rosol-là ce jour-là, parce qu'il jouait vraiment de façon absolument incroyable, ce type. Voilà. Oui, il n'aurait pas joué comme ça contre un autre. Sans doute. D'ailleurs, au tour d'après, il a pris 3-7 contre Kohlschreiber. Il y a quand même un élément que j'ai pas compris. Et d'ailleurs, lorsqu'on avait vu Nadal se faire battre par Söderling à Roland Garros, on soupçonnait pas quand même qu'il avait de réelles douleurs au genou, vraiment sans doute importantes. Mais là, ce que j'ai pas compris, c'est quand même sur le plan mental, parce que j'observe quand même très attentivement Nadal depuis quelques années, et franchement, je l'ai rarement vu dans cet état-là, aussi énervé, agacé. C'est vrai. Par son adversaire, la manière dont se comportait son adversaire, je ne sais pas trop ce qu'il a fait, je ne sais pas si toi, Christophe, tu as vu, et vous étiez plus attentif que moi, en tout cas, il y avait quelque chose qui l'énervait chez ce Rosol, donc, qu'il ne connaissait pas très bien. Il y a eu la fameuse scène que vous avez peut-être revue aussi sur Internet. On peut préciser que Lucas Rosol n'est pas le type le plus apprécié du vestiaire. Voilà, il n'a pas une très bonne réputation. Alors là, ça nous renvoie à Söderling d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, il y a eu aussi un moment où ils se sont clairement bumpés là, au changement de côté, et c'est pas Nadal qui a évité Rosol, il lui a quand même bien... c'est clair, il lui fonce dedans, il regarde pas son... Alors qu'il laisse toujours passer son adversaire. On est d'accord. Donc là, il lui est quand même rentré dedans volontairement. Moi qui ai l'habitude de louer les qualités de sportivité de Nadal, là franchement, il n'a pas été parfait. On peut dire unsportsmanlike. Surtout,
je peux le dire. Non, mais c'est vrai, c'était limite. Et derrière, et à la fin du match, parce que vous parliez d'image de la semaine, en conférence de presse, il est dans un état, Rafa, mais je ne l'ai jamais vu comme ça. Il tirait la tronche. Hein. Ah non, mais c'était plus que ça. C'était plus que ça. Il était dans un état de nervosité parce qu'il se retenait justement de dire tout le bien qu'il pensait de l'organisation du tournoi avec le toit, l'arbitre, tout ça. Et on le sentait et franchement, je l'avais rarement vu bouillir comme ça intérieurement. Donc il était quand même dans un état nerveux particulier. Je ne sais pas s'il était arrivé, s'il s'était engueulé avec sa copine. Rodolphe peut quand même préciser, je pense, que quand on joue contre un type qui a la réussite qu'il a, le gars, là, il a une réussite faramineuse, il frappe tant tout et tout rentre. Ça énerve. Il y a un moment où ça commence à agacer et au début de dire ça va s'arrêter, et puis ça s'est jamais arrêté. Ça s'est pas arrêté. Et il a eu une réussite énorme. D'ailleurs, le match d'après, il est quand même nettement descendu de niveau. De 5 étages même. C'était plus du tout le même joueur. On a effleuré un sujet intéressant et je pense que la comparaison avec Söderling est vraiment à faire parce que il n'est pas apprécié sur le circuit. Rosol, on le connaissait un peu. C'est pas un inconnu pour qui s'intéresse au tennis. On l'avait vu l'année dernière à Roland-Garros, on en parlait tout à l'heure avec Rodolphe Gilbert en antenne, il avait failli se battre avec Marc Jiquel, à 2 reprises même, d'ailleurs, à Bordeaux, et quelques jours après, ça a été très très chaud. Au calife de Roland, et même après, au premier tour de Roland, parce qu'il avait gagné ce match contre Jiquel, contre Édouard Roger-Vasselin. Ouais, au début du 5e, ça avait été un peu chaud, il avait essayé de carotter un ou deux points. Il y avait eu du grabuge. Alors, Rosol, quand je me suis précipité pour lire ses déclarations d'après-match, il disait, après sa victoire contre Nadal, moi je voulais juste faire 3 bons sets, c'est tout. Je ne suis pas persuadé qu'il est arrivé en se disant je vais faire 3 bons sets et puis voilà. Quand on bat Nadal comme ça, sur un grand court, sur un grand chelem, oui, Nadal. Non, d'accord, il les a fait ces 3 bons sets. Je pense qu'il n'a pas, et ce serait compatible avec sa personnalité, le respect qu'ont beaucoup d'autres joueurs sur le circuit pour ce Nadal-là, quoi. Un petit peu peut-être comme Söderling qui n'est pas à plat ventre devant Nadal. Il était 6e mondial quand même. Oui, pas quand il le bat en 2009, mais je suis pas loin. Non, il était un petit peu en dessous. Mais je vais pas discuter de ça avec Julien parce que là tu. On sait pas grand-chose sur un terrain. On sait pas grand-chose de Rosol, sinon qu'il a l'air un petit peu violent et un peu zinzin, mais je suis pas persuadé qu'il soit à plat ventre devant Nadal en disant c'est incroyable, je joue contre Nadal et tout ça. Et il faut y croire un minimum quand on le bat pas par hasard. Ouais, mais je crois qu'il y a plein de types de joueurs aussi, quand on connaît pas, pour lui c'était l'inconnu, jouer sur un grand court face à Nadal, ça lui arrivait pas quand même tous les jours. Il sait pas trop bien ce qui va se passer au départ. Voilà, donc il se dit voilà, en ce moment sûrement je sens bien la balle, voilà, je sers bien, voilà. D'ailleurs, il fait un premier set formidable. Je frappe bien, tout ça, voilà. Mais est-ce qu'il sait pas s'il va pouvoir emballer le match, comment l'autre joue finalement, voilà. Et donc je comprends qu'il puisse dire oui, je vais essayer de faire 3 bons sets du mieux que je peux, et puis dès qu'il au bout de peut-être d'un quart d'heure, une demi-heure, il sent que sur le terrain, il fait plus que jeu égal, et à partir de là, plus le match avance, et plus il se dit, tiens, peut-être que je vais gagner. Au 5e, en tout cas, il n'a pas joué pour faire un bon set. Il a quand même été devant tout au long de la dernière manche. Jean-Paul l'évoquait un petit peu tout à l'heure, c'est les difficultés de Raphaël Nadal hors terre battue. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'il n'a pas remporté un titre hors terre battue. C'était le tournoi de Tokyo en 2010. Oui, non, ça va pour lui. Mais est-ce que, justement, alors qu'il était catalogué spécialiste de terre battue, il a fait évoluer son jeu, il a gagné partout. Et là, on a l'impression qu'il y a une petite marche en arrière à nouveau et qu'il n'arrive plus à gagner ailleurs que sur terre battue. Est-ce que c'est votre sentiment ? C'est souvent contre Djokovic quand même. Alors c'est vrai qu'en dernier, effectivement, Djokovic a un peu barré la route. Et Djokovic est probablement le joueur, et sûrement le joueur qui pose le plus de problèmes à Nadal, parce que c'est celui qui arrive à prendre balle montante au niveau de la hanche, de l'épaule, où on veut, en la contrôlant. Il y a très peu de joueurs comme ça. Si on fait Sergio Federer, il fait un bois ou un cadre, on nomme ça comme on veut, sur 2 coups. Donc voilà. Et par contre, il arrive à jouer plutôt bien contre tous les autres. Mais bon, voilà, j'ai eu le sentiment que son adaptation à l'herbe n'était pas aussi bonne que 2 ou 3 fois précédemment. Et il va probablement régler ça d'ici les Olympiques. Ça ne vous inquiète pas. En tout cas, elle est passionnante cette saison. Moi, je crois qu'il y a aussi un contraste avec la terre battue. Il est tellement fort sur terre battue qu'après, quand il fait que finale sur herbe, mais bon, il a déjà gagné quand même 2 fois le tournoi. Ouais. Qui pensait, quand il a gagné son premier Roland-Garros, qu'il gagnerait Wimbledon ? Pas grand monde, à mon avis. Mais comme à l'époque, Borg, tu te souviens ? Borg, on disait, il va gagner Roland-Garros, mais il ne gagnera jamais un match à Wimbledon. Il en a gagné 5 derrière. Pas mal, hein ?
Julien, on t'a coupé la chic. Non, je trouve que cette saison est passionnante. Ah bah oui. On parlait du Big Four en début d'année comme étant une forteresse imprenable, un truc de dingue et tout ça. Et on voit que ça commence à y avoir ça commence un petit peu à s'effriter, quoi. Il passe pas loin de la correctionnelle, Djokovic, à Roland-Garros. Federer, on le voit qu'il a du mal à gagner des matchs contre des joueurs de second plan. On voit Nadal qui perd au deuxième tour à Wimbledon, Murray qui perd plein de matchs. Donc ça peut annoncer plein de bonnes choses pour la suite de la saison, en concernant le suspense en tout cas. Oui, Est-ce que cette saison te plaît, Bruno ? Ah oui, elle me plaît beaucoup. Et c'est vrai que Djokovic est quand même moins dominateur. Ça nous donne un tournoi de Wimbledon, en tout cas une fin de tournoi vraiment intéressante parce que dans le bas du tableau, c'est indécis. On en parlera à la fin de l'émission. Bon, on va peut-être en terminer avec Rafael Nadal et on va évoquer un autre événement absolument formidable. Rodolphe, tu en parlais, c'est le 7 en or de Jaroslava Shvedova. Radio Tennis Play. 6 jeux blancs, 24 points de suite, pas un de perdu. C'est la performance réussie par la Kazakh Jaroslava Shvedova lors de la première manche de son 8e de finale face à la finaliste de Roland-Garros, Sara Errani. La perfection, donc, et une performance qui n'avait eu lieu qu'une seule fois auparavant dans l'Air Open. C'était l'Américain Bill Scanlon face au Brésilien Marcos Osevar à Delray Beach en 1983. Bill Scanlon, vous en souvenez peut-être pas, c'était un solide joueur américain, texan, il avait des grosses frisettes, il a été 9e mondial, demi-finaliste à l'US Open en 83, il a joué les quarts de finale de tous les tournois du Grand Chelem aussi, sauf à Roland-Garros, et donc lui avait aussi accompli cette performance de 24 points de suite. Avec une raquette en bois, encore. Pour remporter, une Wilson Pro Staff, pour être extrêmement précis. Donc pour remporter un set. Okay. À quel moment il avait balle de match en 83 ? N'en rajoute pas, Jean-Paul. J'ai affaire à deux fous. Rodolphe, il peut en parler, Scanlon, il le connaît bien. Absolument, Rodolphe peut en parler parce qu'il a joué Bill Scanlon, mais on va commencer par parler de Shvedova. Comment peut-on ne pas perdre un point en tennis tout au long d'un set ? C'est ça ce qui est intéressant. Rodolphe. Je pense que déjà, elle n'y a pas pensé, parce que si elle y avait pensé, elle ne l'aurait pas fait. Voilà, mais moi, ça me paraît juste incroyable d'affronter une fille qui est 10e mondiale, Errani, et de lui mettre 24 points d'affilée sur gazon. Non mais pour moi, c'est juste incroyable. Je vois pas comment c'est possible. Non mais ce qui est fascinant, c'est qu'en plus, les jeux allant, je veux dire, la joueuse en question pourrait se dire, ouh là 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 là, c'est incroyable. Il y a un moment où ça va s'arrêter, elle va peut-être se tendre. La joueuse en face va se dire, non mais c'est pas possible aussi, il faut quand même que j'en marque un, deux. Et puis finalement, non, c'est assez étonnant. Jean-Paul. Elle avait pris un 9 avec du cognac quelques minutes auparavant, comme il y a 60 ans. Je n'ai pas vu le 7, donc je n'ai su qu'après qu'elle avait fait 24 points d'affilée. Et je veux dire, je suis un peu comme Rodolphe. Moi, j'ai jamais vu personne faire ça. Moi, même contre un 30,5, ça m'est jamais arrivé. Moi, j'ai déjà perdu sans gagner un point. J'avais pas dormi de la nuit. À Pouxeux-le-Voyen dans les Vosges. En 98. c'est pas dans les stats. Mais c'est assez terrible. Hein. Contre Gérard Chombier, un terrible gaucher. Contre Lecomte, Philippe Lecomte. Je suis désolé. Le boulanger du coin. Non, c'est très dur. C'est très dur à vivre. Ce qui est marrant de signaler, c'est que c'est Shvedova et Scanlon qui ont fait cet exploit-là dans les Open. Ils ne sont pas deux seigneurs non plus du tennis. Et les McEnroe, les Federer, les Borg n'ont jamais réussi à faire ça. C'était le rêve absolu de McEnroe, ça de gagner un match sans perdre un point, sans faire la moindre faute. Moi, j'ai vu Federer faire un set sans perdre un point au service. C'est déjà ça, hein, mais c'est déjà pas mal. Mais effectivement, ne pas perdre un point du set, franchement, on aimerait bien savoir ce qui s'est passé précisément. Mais je crois que Shvedova a déjà fait 21 points de suite, il me semble, hein, si j'ai pas rêvé. Mais le record n'est pas 24 points de suite. Il y a des joueurs qui ont gagné plus de 24 points de suite dans l'Air Open, hein, mais c'était sur 2 sets. C'était sur 2 sets, ouais. Ruziecki, je crois, notamment. Il avait fait 25. 25 points de suite. Bon, on peut imaginer que ça s'est passé relativement souvent, peut-être dans les années 10, 20 ou du 30. Temps de Suzanne Lenglen. Il y a deux exemples de joueuses qui ont gagné un match sans perdre le moindre point, hein, 6-0, 6-0. Les historiens... Non, mais les historiens en ont noté 2, une fois en 10 et une fois en 43. En 43, mais qui jouait au tennis en 1943 aux États-Unis? Mais il n'y a pas de stats là-dessus, mais je pense que Suzanne Lenglen, Jean-Paul, vous qui avez bien connu Suzanne Lenglen. J'ai bien connu Suzanne. Elle m'en a parlé souvent, mais bon.
juste en 24. Désolé, je précise que Jean-Paul n'a pas connu Suzanne Langlaine pour la simple et bonne raison qu'il est né l'année bien de sa plus mort. tard. L'année de sa mort. C'est une encyclopédie. Hein. Ah, mais c'est pire que ça. C'est Faut faire pour, toute une batterie c'est de pour livres, nous, de DVD, c'est de pour tout nous ça. mettre plus bas que terre. Moi, qu'on a, je suis un petit monsieur peu Julien. étonné que tu n'aies pas en tête les 24 points remportés par Shvedova et que tu puisses pas nous les enchaîner. Quoi. Ils ont été détaillés dans le journal Attends, d'équipe ils parce que étaient détaillés. personne n'a vu le match, mais on a eu le détail. Mais j'ai pas retenu. Non. Et en fait, il y a très peu de. Ce qui est De assez fautes. incroyable, c'est qu'il y a Peu de très fautes peu, d'Errani, il y a ouais. très peu de fautes d'Errani. C'est que l'essentiel, ce sont des points gagnants Alors, de justement, Shvedova. c'est ce que tu disais, et c'est marrant parce que c'est ce que tu as dit au tout début, et tu as dit comment on peut faire un set sans perdre. Et en fait, c'est le contraire. Elle a fait un set en gagnant 24 points. Et je crois que c'est différent. Hein. Elle n'a pas perdu. C'est pas une question de perdre un point. Elle les a gagnés, hein, les points. Et je crois que c'est ça le secret. Hein. Je pense qu'il faut tout jouer. Il faut les jouer les points. Il faut les prendre. Et Ouais, voilà. mais sur une surface comme le gazon où il y a des fourbons, bon, quand même, c'est c'est aléatoire. Puis, oui, ou le service quand même. Bon, même Bon, si c'est celui d'Errani, il faut bon, dire. Voilà, Hein. c'est pas non plus. Elle sert quand même à 80 Karlovic, en deuxième mais- balle. Hein. 80 à l'heure, hein, je précise. Pas miles. Ouais, mais enfin, je veux dire, elle aurait quand même pu rater un retour, Shvedova, Elle malgré n'a tout. pas. Mais Elle a non. fait Elle ne l'a 24 pas points et raté. basta. Il n'y Voilà. a pas eu des Bravo, doubles elle. fautes de Bravo. son adversaire. Et je comprends que Rodolphe ait gardé cette image en tête. Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Il y avait un match Edberg en 87, il avait gagné 6-0, 6-0, 6-0 au premier tour contre un Suédois qui avait jamais joué sur gazon. Il avait perdu très peu de points sur l'ensemble du match. Ça m'aurait étonné qu'il n'en ait pas une à nous donner comme ça au dernier moment. Je sais peu de choses, j'étale le peu de trucs que je sais. Toi, dans les dîners, ça fait bien, là c'est un peu pareil. Donc, Non mais bravo, bravo. Non mais c'est rigolo, c'est Ouais. rigolo. Ah non, Encore non, une fois, c'est- de se dire que Moi, Nadal j'adore et ça, Federer j'adore n'ont ça. jamais fait ça. Quoi. Allez, on va refermer ce dossier du 7 en or et on va aborder un autre cas très intéressant, celui de l'Américain Brian Baker. Radio Tennis Play. C'est le plus beau feuilleton de la saison, je trouve, et à mon avis, son auteur n'en a sans doute pas écrit tous les épisodes. Je veux parler de l'Américain Brian Baker, espoir du tennis mondial il y a plus d'une décennie, finaliste des Petits As 99 face à Richard Gasquet, vainqueur du tournoi, finaliste du tournoi junior de Roland-Garros en 2003, c'était face à Stanislas Wawrinka. Et puis ensuite, il a complètement disparu, cet Américain, pendant 6 années. Il a été opéré 5 fois, hanche, épaule, coude. Il était complètement perdu pour le tennis. Et puis, il s'y est remis cette année et il réussit une ascension absolument incroyable. Et le voilà, après être sorti des qualifications en 8e de finale. On peut aussi rappeler qu'il a joué la finale du tournoi de Nice avant Roland-Garros. Il a juste 27 ans et sa carrière commence. C'est génial. On le découvre un peu, mais tous les gars de sa génération, ceux qui sont nés en 85-86, le connaissent bien. Gaël Monfils, Wawrinka, Gasquet, ont joué chez les jeunes. Donc c'est marrant de savoir qu'on était passé un petit peu à côté de lui, parce que sa première partie de carrière a été très courte. Hein. C'est 2005, après il est blessé tout de suite. Il a battu Gaudio à l'US Ouais, Open. absolument. Il a disparu 7 ans. Rodolphe, quand on disparaît 7 ans et qu'on revient sur le circuit, c'est une autre vie, c'est une autre Alors, carrière. est-ce que c'est Ouais, une mais histoire qui te fascine? Moi, ça me fascine parce que il a un laps de temps quand même assez grand entre sa première carrière et sa deuxième. Maintenant, quand c'est les blessures, c'est pas pareil que quelqu'un qui s'arrête, comme par exemple Kimiko Date qui a arrêté plus de 10 ans. Pour Sans être d'autres, forcément blessé. sans Ouais. être blessé. Lui, il a été blessé, il a toujours cru en lui. Voilà, et c'est un type, il a quand même une sacrée frappe de balle quoi, dans sa raquette. Il a été opéré de partout. C'est pas mal ce qu'il fait. Donc oui, forcément, ça me fascine, mais on voit ça chez les garçons. C'est vrai que Date est un peu l'exception, mais c'est vrai que chez les garçons, on a souvent des gars qui commencent à bien jouer à 27 ans. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais avoir quitté le haut niveau pendant aussi longtemps et puis quand on s'y remet, aller aussi vite. Mais il n'a pas quitté le haut niveau. Il arrive, on va dire, en haut niveau Ouais, maintenant. mais Seulement. bon, Avant, il celui-là, était au niveau quand même en dessous, parce que les Voilà, juniors. il a continué à même- jouer un petit peu au niveau universitaire pendant ces années quand il le pouvait, mais c'est quand même évidemment pas la même chose. Bruno. Oui, ça me fait penser quand même à toutes ces histoires du sport, parce que c'est vrai que c'est un Américain, et ça, je pense que c'est quand même particulier. Je pense qu'aux États-Unis, il y a de ces histoires de sportifs qui se remettent en cause, qui viennent un peu de nulle part. Je pense que c'est quand même une histoire qui raconte, je trouve, la vérité du sport. C'est-à-dire que ce gars,
Je pense qu'il y croyait. Je pense que, comme tu dis, il avait ce talent de joueur de tennis. Et il s'est dit, voilà, mon destin, ça sera d'attendre toutes ces années. Mais je pense qu'il y a cru. Je pense qu'il y a quand même dans cette mentalité américaine, cette fameuse force, c'est peut-être un peu un lieu commun, mais je crois que c'est réel. Je crois qu'il y a vraiment une histoire et que ce gars, il y a cru tout le temps, quoi. Même quand il était au fond du trou, il était prof de tennis, je crois même. Il était assistant coach dans l'université. Voilà, il n'était pas vraiment dans le haut niveau et je pense qu'il a dû y croire tout le temps. Au fond de son esprit, il se disait, comme Mary Pierce, tu vois, qui est aussi une culture américaine, qui comme ça nous fait rire et sourire en disant, elle a jamais mis un terme à sa carrière. Je pense qu'elle est sérieuse, Marie. Je pense qu'elle se dit sérieusement, non, peut-être qu'un jour, je reprendrai le tennis de haut niveau, même si elle aussi, ça fait combien, 5-6 ans, tu sais peut-être ça par cœur. 2006, elle a arrêté. 2006, tu vois, 6 ans d'arrêt pour Marie. Peut-être qu'un jour reviendra, aidé par Dieu. Mais qui sait si Marianne Becker n'a pas passé sur les tables d'opération, on lui a mis plein de choses dans les bras et les jambes. C'est Steve Austin, Robocop. C'est l'homme qui va l'être. Robocop aussi. Oui. Après 5 opérations comme ça, on peut se... Non, mais je veux dire, je crois que l'explication la plus raisonnable, celle de Rodolphe, c'est que le type était un bon joueur. Il a un talent formidable. Il a toujours su qu'il avait une frappe de balle, un coup d'œil magnifique. Le talent ne meurt jamais, donc. Le talent ne meurt pas, donc quand on est blessé. Non, mais on l'avait complètement oublié, quoi. Il y a 2 ans, on ne se demandait pas, mon Dieu, que devient Marianne Becker? Oui, parce qu'il était junior. En pleine nuit, là. On s'en souvenait plus du tout. Oui, mais c'est un nom qu'on avait croisé, mais on avait oublié. C'est ça c'est cette renaissance-là qui est incroyable. Mais non, il y a renaissance, il n'existait pas avant. Mais alors là, tu mets le doigt aussi sur un truc que nous, même les médias, je me mets dans tous les médias, c'est vrai qu'on oublie beaucoup de joueurs et de joueuses, parce qu'il y a beaucoup de joueurs et de joueuses. Alors là, la liste des joueurs et joueuses disparus, des gens qui ont disparu, beaucoup de filles d'ailleurs, parce qu'on parle de Mirjana Lucic qui a fait un bon Wimbledon. Non, ils n'ont pas disparu, on ne les voit plus jouer. On ne les voit plus jouer, ils vivent toujours. Mais c'est vrai qu'on se pose pas. Non, mais ils disparaissent de la scène du tennis, donc on ne les voit plus. Mirjana Lucic, Jelena Dokic, c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs comme ça qui disparaissent. Faire une liste pendant 1h30, 2 heures. Exactement. Mais et Brian Baker est un des noms. C'est quand même quelqu'un que Julien aime particulièrement parce que Brian Baker, c'est quand même le vainqueur de pair. Oui, exactement. Ça. Alors là, quelqu'un qui bat pair est forcément un individu exceptionnel. Je défends Benoît Paire comme beaucoup de monde, je pense. Il y a beaucoup de fans depuis quelques mois, de plus en plus. Il avait sans doute la place, Benoît, face à... À la fin du 4e set, effectivement, il a eu quelques petites occasions. Mais s'il était plus friable mentalement, il n'aurait pas le même charme, vous savez. Notamment en retour de service, il a vraiment laissé passer pas mal de choses. Petit à petit, il se professionnalise, parce que moi je l'ai connu il y a 3-4 ans, je tapais un peu la balle avec lui. C'est génial. Mais déjà, je m'étais dit, ce gars-là, il a quand même quelque chose, quoi. Parce que la balle, elle sortait vraiment bien de sa raquette, surtout côté revers, là, c'était... Je me disais quand même, ce gars... quand même, il doit forcément bien jouer au tennis. À un moment, il va bien jouer au tennis. Et 50e mondial, pour lui, c'est rien. Ça y est, pour moi, c'est rien. Non, mais c'est rien pour lui. C'est juste normal d'être 50e mondial. Le minimum, c'est 30 pour moi. Et sans avoir Benoît Paire au sommet, on parle de Benoît Paire. C'est quand même extraordinaire. Non, mais il a largement le niveau de Brian Baker. Et c'est vrai que... Pour revenir à Baker, est-ce que vous pensez que ça peut devenir vraiment un joueur très fort, peut-être rentrer, non mais je veux dire top 20, pourquoi pas, top 10 sans problème, parce que et à 27 ans devenir un des cadors du circuit. Mais ça renvoie à un débat que j'ai eu souvent avec Agel, jamais avec Jean-Paul. Patrice Agelower, qui est justement des joueurs qui ont été forts chez les juniors. Ils ont quand même dans leur petite tête, ah mais attends, Wawrinka, je matchais Wawrinka, je matchais Gasquet, il a joué tous ces gars, il était à leur niveau, il y a 17, 18 ans, putain, je les battais ces gars, attends, ils sont dans le top 5, dans le top 10, attends, et moi... Et voilà, et le gars, il croit quand même. Quand tu as fait, à mon avis, quand tu étais au niveau de ces gars chez les juniors, tu dis, pourquoi pas moi? Et tu peux attendre 7 ans, 6 ans, pourquoi pas pour y arriver. Et je pense qu'il peut arriver dans le top 20, sans problème. Mais à l'inverse, tu as plein de joueurs qui étaient au niveau d'autres dans les juniors et qui, derrière... Ça peut détruire la liste des fameux disparus. On sait à peu près ce qui arrive, parce que tu as dans les juniors des maturations physiques très précoces. Tu as des gosses qui, à 14 ans, 15 ans, sont faits physiquement et qui dominent dans ces catégories d'âge, et puis quand ils arrivent à 18 ans, ils passent avec cette maturation physique qui est déjà faite, ils passent dans les seniors, ils n'ont rien de plus à donner, quoi. Et là, ça cale. Donc, c'est quelque chose de difficile à présenter comme argument, parce que on en a eu tellement chez nous des gosses qui étaient bien physiquement à 14, 15, 16 ans et qui ensuite
Quand ils arrivent chez les seniors, ils n'ont pas plus à donner physiquement, puis le talent ne suffit plus. Donc là, il y a un vrai talent tennistique chez celui-là, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire la perception visuelle, le temps de réaction, la qualité de la frappe, beaucoup d'explosivité. Bon, il est blessé, il se fait opérer de tous les côtés, on lui met des bras en acier, des pieds en machin, et puis voilà, il est là, il croit, et c'est bien. Il va peut-être aller beaucoup plus loin dans le tournoi. Ouais, on peut rappeler qu'il est sorti des qualifications. Il a battu Machado, Nieminen, pair dans le grand tableau. Il joue Kohlschreiber en 8e de finale. Donc pourquoi pas ne pas aller plus loin. Il serait le 3e Américain de l'histoire à parvenir en quart de finale après être sorti des qualifications après McEnroe en 77 et le souriant Paul Annacone en 1980. Le fandard. Il a quand même un très bon tableau. Oui. Pour rallier les quarts de finale, c'est pas. Oui. Il faut le faire, bien évidemment, mais c'est quand même. Non, il faut les gagner, mais bon, c'est pas le tableau le plus dur. Non, c'est vrai. Voilà. En tout cas, il sera au pire dans les 80 meilleurs joueurs du monde lundi après Wimbledon. Brian Baker. Il est sûr de rentrer un peu partout là. Ouais, il était 456e en janvier, donc c'est quand même pas mal. Ah, il y a des coups de téléphone. Oui, ça va, formidable, Bruno. Mais il est habitué, quand il fait de la télé, le téléphone sonne sans arrêt. Bon, c'est l'école Hervé Dutus. C'est lui qui m'a tout appris, Jean-Paul. On va souhaiter plein de belles choses à Brian Baker et on va attaquer notre 4e et dernier thème, à savoir qu'est-ce qui va se passer dans les jours prochains à Wimbledon. Radio Tennis Play. Messieurs, on va devoir se mouiller dans la dernière partie de cette émission. Comment voyez-vous les choses pour la fin de ce tournoi ? On va attaquer avec les dames. Je vous rappelle la composition des quarts de finale. Lisicki, Kerber, Radwanska-Kirilenko, Williams, Serena, Kvitova. Il s'invente des coups de fil pour pas parler du tennis féminin, Bruno, je le connais. Pourtant, c'est sa chaîne qui retransmet beaucoup les femmes tout au long de l'année. Et dernier quart de finale, Tamira Pazek, Victoria Azarenka. Alors ça va se finir comment, à dire. Messieurs? Je regrette que les deux Allemandes se rencontrent déjà. Oui. Parce que je trouve qu'elles jouent superbement bien au tennis l'une et l'autre. Lisicki qui a battu Sharapova. Voilà. Et il y en a une qui m'a impressionné hier, c'est Azarenka. Ouais. J'ai quand même rarement vu une femme, même s'il y en a eu qui ont frappé beaucoup et souvent et longtemps, rentrer dans la balle comme elle est rentrée hier dans la balle. Ça a été extraordinaire. Et quasiment, j'ai cru voir une espèce de Nadal féminin, parce qu'elle n'est pas réputée a priori pour être d'une rapidité extraordinaire sur le terrain, mais elle a remis des balles en contre-attaque en jeu, avec beaucoup de réussite peut-être, mais une violence mais fantastique. Et j'ai trouvé que si quelqu'un peut battre cette Azarenka-là, elle sera très forte. Elle a simplement perdu 14 jeux depuis le début du tournoi. Elle est assurée de récupérer sa place de numéro 1. Donc tous les voyants sont au vert pour elle. J'ai bien aimé aussi la réflexion de Williams. Je suis Serena Williams, donc je peux y aller au bout du tournoi. Non, c'est pas ça qu'elle a dit, Rodolphe ? Non, mais c'est vrai qu'Azarenka, c'est celle qui a montré le plus de choses, à mon avis, depuis le début. Parce que ce soit Williams ou Kvitova qui vont se rencontrer, ça a été quand même, pour moi, très pauvre, quoi. Les huitièmes, là, je veux dire, Kvitova, pendant un set et demi, elle en a mis partout, quoi. Donc, on peut rappeler que c'est la tenante du titre. Elle est passée tout près de la défaite face à Francesca Schiavone. Et Williams, pareil. Et Williams, elle a battu le Shvedova 7-5 au troisième. Au tour précédent, elle avait battu la chinoise Zhang 9-7 au troisième. Elle tient, elle est sur un fil, Serena Williams. Je ne sais pas si elle peut aller au bout. C'est difficile quand même, parce que... Attention, tu vas déraper, Jean-Paul. Un câble, si tu veux. Ils sont mauvais esprits, ces gars. Est-ce que tu penses que Serena Williams peut aller au bout de ce tournoi, ou est-ce qu'elle elle peut. She can. She can do it. Mais oui. Serena, elle est phénoménale. D'ailleurs, ça nous renvoie quand même à cette super polémique de Gilles Simon, dont je sens que tu ne veux absolument pas parler. Mais pas du tout. Si vous voulez glisser un mot sur les déclarations de Gilles Simon, puisqu'on parle du tournoi féminin, allons-y. Je vais vous donner la réponse de Serena Williams à Gilles Simon, parce qu'elle est quand même sublime. Je vais vous le faire en anglais d'abord.
we deserve equal prize money. On mérite le même prize money que les garçons because we have boobs and they don't. Nous, on a des seins et eux, ils en ont pas. Et ça, c'est beau d'avoir dit ça, Serena. Et c'est la meilleure réponse qu'elle pouvait faire à Gilles Simon. Et Serena, moi, je l'adore, évidemment. Vous avez compris que j'aime ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et comme c'est une joueuse totalement atypique, qu'elle est sur le cap, sur le fil, et ben voilà, c'est comme ça qu'elle peut gagner, Serena, parce qu'elle est imprévisible. Et je pense que voilà, Wimbledon, c'est un de ses jardins. C'est là où elle peut exprimer quand même son tennis, qui est exceptionnel. Dans le tennis féminin, c'est clair que c'est elle la plus puissante. Moi j'y crois, Serena. Je vais faire des pronostics à Julien Pigenet qui se réalisent jamais. Jamais. Donc, voilà. Ah, jamais. Ça, à part clair. Nadal à Roland, c'est le seul truc qui marche tous les ans. Non, ce qui est sûr et ce qui est assez sympa, c'est qu'on aura au moins on aura dans le haut du tableau une fille qui va disputer pour la première fois une finale à Wimbledon. Ça peut être le cas dans le bas du tableau si Tamira Pazek bat tout le monde, mais ça paraît évidemment. Tu regarderas pour autant la finale d'âme. Plutôt improbable. Ça dépend qui jouera. 7 européennes pour une américaine, quand même. Ça vous donne maintenant une idée de la façon dont les tableaux féminins se sont modifiés depuis 7-8 ans. C'est extraordinaire. Domination du tennis féminin par l'Europe et puis les pays de l'Est. Hein. C'était mieux quand c'était les États-Unis. Alors, personnellement, moi, je m'ennuie beaucoup avec le tennis féminin parce que je sais pas que j'aime pas le tennis féminin. Je suis, mais il n'y a pas de beaux matchs, quoi. Voilà, je vois pas de beaux matchs. Il n'y a pas de matchs qui me font vibrer et c'est pas encore sur Wimbledon pour l'instant que j'arrive à me régaler. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais ça n'a pas toujours été le cas, je le précise, et Jean-Paul le sait mieux que moi. C'est dans les années 80, quand on avait Evert, Navratilova, puis Graf, Céleste, puis Hingis qui est arrivé, voilà, puis Mauresmo. Mais depuis, c'est vrai plein de matchs, il y a plein de gens qu'on peut retrouver sur Tennis Play. Hein. Ouais. On peut peut-être aussi saluer le départ entre guillemets de Kim Clijsters qui a perdu hier en 8e de finale face à Angélique Kerber 6-1, 6-1. C'était son dernier Wimbledon. Un départ un petit peu difficile quand même. Oui, Kim Clijsters, c'est une joueuse très attachante parce que franchement, c'est une des plus sympas. Hein, c'est sans doute une des plus sympas du circuit. Toujours ce sourire, la mère de famille qui est revenue, hein, elle aussi, après une longue période d'arrêt, là encore une. Et c'est vrai que c'est une joueuse qui est très attachante, qui n'avait pas le tennis peut-être le plus glamour. Là, je rejoins Rod sur Kim Clijsters, qui n'a pas vraiment eu un tennis hyper enthousiasmant, qui était... Et des grands écarts, quand même. Grands écarts, c'était joli. ça vous a plu, Jean-Paul. Oui. Mais c'est vrai que c'est une joueuse, une vraie battante, qui avait ce talent. Mais bon, je ne suis pas d'accord avec Rod sur le tennis d'aujourd'hui. Hein. Une Kvitova, je trouve qu'elle est... pour les gauchers que vous êtes, c'est quand même une joueuse très, très intéressante, qui a un talent inouï. Hein. Tu ne l'as pas regardé hier, alors? Non, hier, non, je ne l'ai pas regardé, je te l'avoue. Hier, je n'ai pas regardé Kvitova. Elle peut avoir des sales joueurs, effectivement, Kvitova, mais bon... Moi, je préfère Kerber comme gauchère. Sur gazon, elle est quand même pas mal, et je vous rappelle que c'est la tenante du titre à Wimbledon. Pour conclure ce petit chapitre féminin, allez-y. J'aime bien Marion, quand elle n'est pas blessée. Mouillez-vous, qui va gagner ce Wimbledon? Allez, un nom. Jean-Paul. Djoko. Non, mais je parle des filles. Ah, c'est les filles. Écoute absolument pas ce que je dis. Non, ça n'a aucun intérêt ce que tu dis. Azarenka pour moi. Azarenka. Julien, tu as beaucoup parlé pendant tu viens de m'apprendre tu m'as appris la composition des quarts il y a 5 minutes. J'avais pas pensé à regarder jusqu'à l'évolution du tableau féminin. Mais c'est scandaleux. Donc Williams. Williams. Vénus. Elle a perdu Vénus. Très bien. Non, je te testais. Bruno. Non, mais je vais rester sur Serena. Lisicki serait une très très belle gagnante de Wimbledon. Rodolphe. Sans grande conviction, je vais dire Kerber. Voilà, parce que j'aime bien son jeu et voilà, j'aimerais bien qu'elle aille en finale, pourquoi pas gagner. Allez, je vote Sabine Lisicki. Alors, chez les messieurs, te revoilà. Maintenant que Nadal est éliminé, c'est là qu'on va un peu se battre. Hein. On va pas être d'accord, peut-être. Je ne peux pas vous donner la composition complète des quarts de finale, évidemment, puisque les huitièmes ne sont pas terminés. Donc on aura Djokovic, Gasquet ou Mayer, Djokovic contre Gasquet ou Mayer, Federer, Youzhny, ça c'est fait, on y a droit. 14e. Ça va être la 14e confrontation. Youzhny a perdu pris 13 les 13 précédentes. 16 fois. Il a perdu on peut quand même préciser qu'avec cette qualification pour les quarts de finale, Youzhny a désormais joué les quarts de finale dans tous les tournois du Grand Chelem. Comme Bill Scanlon. C'est quand même pas mal, non Bill Scanlon, il n'avait pas fait à Roland.
Ah mince, j'ai pas su. Tu vois, tu n'écoutes pas. Je n'écoute pas. Il téléphonait. Et dans le bas du tableau, nous aurons donc Federer ou Del Potro contre Cilic ou Murray. Murray qui est bien parti. Ferrer ou Del Potro. Ferrer, j'ai dit Federer. Ferrer, oui. Ferrer qui bat Djoko quand même, qui bat l'américain Roddick. Voilà. Pas mal, donc, je disais que Murray est bien parti puisqu'il mène un set et un break contre Cilic. Et puis, le dernier quart de finale mettra aux prises ou Tsonga ou Mardy Fish à Brian Becker, on en parlait, ou à Philippe Kohlschreiber. Comment voyez-vous les choses pour cette fin de tournoi ? Très très simple. Ah bon, c'est très simple. Ah ouais, c'est très très simple. Vas-y. On va avoir une belle confrontation Djokovic-Federer. Oui. À Wimbledon, ils se sont jamais joués tous les deux, je crois. Non. À Wimbledon. Ils se sont joués dans tous les grands chelems sauf là. Intéressant. Oui, absolument. Intéressant, avec une victoire en 4-7 de Djokovic. Et dans le bas du... Dans le bas du tableau, on aura Andy Murray contre la surprise Brian Becker, parce que Tsonga va perdre contre Fish, ça va être horrible. Ça, Ah oui. Ah ouais, c'est moche parce qu'il avait vraiment un boulevard, Joe. Et Brian Becker, surprise énorme, magnifique histoire jusqu'en demi-finale, écrasé par Murray en demi, et la finale Djokovic-Murray avec une victoire comme d'habitude de Djokovic sur Murray. Comment tu veux qu'un ancien membre de la Coupe Davis et qu'un ancien capitaine puisse supporter des propos pareils? C'est insupportable. Mais ce qui est bien pour vous, c'est que je n'ai jamais fait de bons pronostics, à part à Roland-Garros. Donc il ne se passera absolument pas ça. Voilà. Vous prenez l'inverse et vous avez le tableau. Alors, Jean-Paul, non, réplique je suis assez d'accord pour une éventuelle finale. Mais très franchement, je ne vois plus Federer gagner contre Djoko. Ça m'étonnerait parce qu'il est quand même très solide. Maintenant, le Serbe, il rate plus rien. Et Federer rate quand même de plus en plus souvent sur des points qu'auparavant, on ne voyait jamais manquer. Donc voilà, d'ailleurs, je préférais que Federer fasse une apparition fabuleuse au jeu, qu'il gagne la médaille des Jeux, plutôt que éventuellement gagner à Wimbledon et perdre derrière. Donc pour moi, c'est quand même Djoko le favori. Mais il y a Del Potro dans le coin. Je ne sais pas ce que Murray peut fabriquer avec son dos en marmelade depuis un mois. C'est surtout le dos de Federer qui est inquiétant. Je donne un favori, c'est Djoko, mais... Del Potro, il m'embête toujours. Oui, mais on dit toujours Del Potro, mais pour le moment, Del Potro, il a gagné en 8e. Il a gagné l'US Open, il a été blessé, il est revenu comme une bombe malgré tout, et il est toujours là, 8e, demi, finale. Pas demi, surtout 8e. Oui, mais là, on est à Wimbledon, il y a d'autres tournois auparavant quand même qui sont joués. Oui, mais bon, je trouve qu'il a du mal à... Del Potro, il faudra déjà qu'il sorte Ferrer, c'est pas donné. Est-ce que tu penses, Rodolphe, que ce Federer avec son dos qui lui fait mal et un Federer qui joue pas très bien, il peut pas passer à la casserole contre Youzhny? Oh non. Ouais, non, ça, vous ne voulez pas y croire. Il a un tel ascendant psychologique que oui, c'est difficile de prévoir ça. Moi, j'espère en tout cas qu'ils vont se jouer avec Djoko en demi et le toit fermé. Parce que j'aimerais bien voir cette confrontation avec le toit fermé. Parce qu'en indoor, Federer, il a quand même souvent posé de gros problèmes à Djokovic. Et c'est vrai que moi, je suis tennistiquement, si on parle que de tennis pur, je suis vraiment un fan de Federer. Ce qu'il fait, personne d'autre le fait. Et j'aimerais vraiment bien qu'il gagne un 7e Wimbledon, qu'il batte le record à ce moment-là qu'il égale. Non, mais qu'il égale le record de Sampras et puis surtout qu'il prenne les commandes au niveau du temps de classement au numéro mondial, parce que là, il serait tout seul et il battrait une nouvelle fois Sampras. Il est déjà deuxième. On n'a pas signalé ça depuis le début de l'émission. Federer redevient deuxième. Absolument, oui. Il passe devant Nadal. Nadal avec sa défaite est donc redevenu numéro 3 mondial. J'espère avoir cette demi-finale-là. Et de l'autre côté, je trouve que Murray, je l'ai rarement vu, en tout cas pas depuis longtemps, aussi motivé. Et il a plutôt quand même un tableau correct. La défaite de Nadal a dû quand même débloquer des choses psychologiquement. Et en même temps, ça lui met quand même pas mal de pression. Bruno. Oui, alors, je pense que vous avez à peu près tout dit. Je pense également, alors là, c'est le seul pronostic que je fais de manière assez certaine, c'est que le toit va être fermé. Ça, là, je pense que là, on est parti pour une semaine pluvieuse. Donc, c'est Bercy, c'est plus Wimbledon. On va jouer en salle jusqu'au bout. En salle, en tout cas, beaucoup de matchs. Et Federer, ce sera évidemment un avantage important pour lui. Alors là, ce que je ne sais pas, c'est si son dos va tenir. Ça, c'est un mystère également. Et Murray, je crois quand même que Murray, là aussi, si son dos le laisse tranquille, il peut quand même aller au bout. C'est quand même une année qui est très très bonne pour lui. Il a quand même un tableau assez sympa. Et en finale, contre Djoko ou contre Federer ou contre X,
je pense que Murray, il peut quand même se révéler avec le petit plus Lendl, qui va peut-être lui donner la clé, celle qui avait permis à Lendl. On n'a pas de clé pour Lendl, il n'avait pas la clé à Wimbledon. Non, mais il a toutes les clés, mais l'autre, il faut qu'il les écoute. Moi, j'ai l'impression qu'il est totalement hermétique à tout ce qu'on peut lui raconter. Moi, j'aimais bien ce joueur, Murray, parce qu'il avait plein de choses. Il avait Pourquoi vous parlez au passé ? Non, mais j'aimais bien parce que je l'aime plus. Ah, d'accord. Il avait une vista merveilleuse, un déplacement, l'impression qu'il court jamais vite et est toujours sur la balle. Il sait faire tous les coups du tennis. Intelligence de jeu. Intelligence de jeu formidable. Et il est toujours en train de se plaindre de quelque chose. Je regarde la tête de Lendl sur le bord du court depuis 6 mois. C'est même mieux que le match de Murray. J'ai l'impression qu'il est à l'enterrement permanent. Il n'y a aucun enthousiasme. Ah, il a souri à Roland une fois. Ici au 3e tour. Non, on n'a pas vu le même match. Alors écoute, donc voilà. Écoute Jean-Paul, peut-être qu'en finale, il va te plaire, Murray, en finale. Ça va peut-être être énorme, parce que ça serait quand même énorme d'avoir un Anglais. J'espère qu'il me replaise. Et cela étant, j'ai été très étonné que les Anglais soient aussi sportifs. Les Anglais, j'entends, avec lui, parce qu'ils lui ont vraiment fait les ovations. Il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé à la télé, apparemment. J'étais en Écosse quand les Anglais se sont fait taper au football. Les types nous ont félicités. Les Écossais étaient ravis que les Anglais perdaient. On n'a pas battu les... On n'a pas le même truc. Les Anglais aiment l'Écosse, mais l'Écosse n'aime pas. On les a pas battus. On n'a pas battu les Anglais. Non, mais les Anglais ont perdu contre les Italiens, je crois. Oui. Mais peu importe, il fallait une équipe qui batte les Anglais. Ouais. Moyennant quoi, on a pris des pints et des pints de bière avec ces Écossais qui étaient très contents que les Anglais aient perdu. Alors bon, voilà. Mais non, mais je pense que si Murray gagne Wimbledon... C'est pas arrivé qu'un Anglais gagne depuis Fred Perry. Vous nous raconterez, Jean-Paul, là, dans les 1936. C'est un excellent pote à moi, Fred. Vous l'avez connu après. Oui, non, mais je l'ai connu très très bien avant. Pantalon Chanel, tout, il y avait de quoi. Bon, ce qui est sympa aussi, on parlait du bas du tableau, c'est que comme chez les dames, on va avoir un finaliste inédit, donc émanant du bas du tableau, puisque Ferrer, Del Potro, Cilic, Murray, Tsonga, Fish, Becker ou Kohlschreiber n'ont évidemment jamais disputé de finale à Wimbledon. On refait un petit tour de table comme pour les dames. Je vous demande un vainqueur de Wimbledon. Tsonga pour Jean-Paul. Ça, c'est le pronostic du cœur. Ouais. Julien. Djokovic, si je veux être rationnel, logique, et si je veux faire parler mon cœur, je dirais Brian Baker pour qu'on soit tous vraiment surpris et qu'on sache pas quoi dire. Tellement ce serait incroyable. Allez, Bruno. Andy Murray, allez, pourquoi pas. Ouais, moi, je te suis, Bruno, sur un Andy Murray. Je pense que c'est l'occasion ou jamais pour lui. Allez, je vais voter Djokovic. C'est pas très original, mais j'arrive pas à imaginer le voir perdant un match dans les jours. Ça, c'est logique. Dans les jours qui restent. Bon, c'est pas très. Pas beaucoup de risques. Évidemment, tu me rejoins sur ma première. Après, oui, bah, évidemment. Je fais parler l'analyse et après je fais parler le cœur. Voilà. Il n'y en a aucun de vous qui parle des Français, vraiment. Mais cela dit, Tsonga a aussi évidemment une belle carte à jouer. Ah, il si, commence Fish. par battre Mardy Fish. Ouais. Et c'est sûr que s'il devait se retrouver en finale face à Novak Djokovic... on va tous à Londres, là. On file. Ah On oui, prend l'Eurostar. Non, mais c'est surtout que le match de Roland Garros pèserait lourd dans un éventuel duel entre ces deux joueurs. Oui, et puis il a déjà battu Djoko. Ouais. Il a toujours fait de bons matchs contre lui. Disons, Joe peut battre Djoko. Je suis moins sûr que s'il rencontre Federer, il puisse le battre parce que c'est un joueur qui n'aime pas beaucoup jouer. Mais Djoko, oui. Donc il peut au moins aller se frayer un passage là. C'est pour ça que je le donne quand même. C'est le cœur qui parle, mais je pense qu'il a une petite chance. Il va bien falloir qu'il gagne un tournoi du Grand Chelem un jour ou l'autre quand même. Joe. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui se sont dit ça. Hein. Oui, non, mais à mon avis, il va déjà falloir qu'il batte Mardy Fish. Et ça va pas être simple. C'est vrai, mais il a peut-être un peu plus de chance que ce malheureux Ferrer, qui est toujours là, qui est toujours en train de battre tout le monde, qui s'arrête toujours en quart ou en demi parce qu'il y a les 4 autres. Je pense que Joe a une petite chance supplémentaire par rapport à ce type de joueur. Il peut rentrer au niveau des 4 autres par moment. Mais il n'en gagnera pas plus. S'il gagne un grand chelem, il n'en gagnera pas, certainement pas plusieurs. Je m'en fous de ce que tu peux dire. Écoute, vous avez bien raison. Écoute, si déjà il en gagne un, ce sera quand même formidable. C'est un peu à la Noah, c'est un romantique à la Noah, un peu. Oui. Pas à la Noah, à la Noah. Oui. Bon, messieurs, on va en terminer de cette émission. On va passer autour d'une entrecôte. Au générique. Radio Tennis Play. Radio Tennis Play numéro 21, c'est donc terminé. Merci à vous tous, merci aux équipes de RTL et de Tennis Play. Oui, Radio Tennis Play numéro 22, je me trompe.
finira la saison avec 23 émissions puisque c'est l'avant-dernière émission. Vous pouvez réagir à nos propos via notre page Facebook Tennis Play. Vous êtes d'ailleurs bien moqué de nous cette semaine par rapport au pronostic qu'on avait fait sur Wimbledon au début de Wimbledon. Ah ouais ? Ouais. Il y en a qui avaient dit Nadal qui... Je ne dénoncerai pas, tu n'as qu'à aller sur Facebook. Vous pouvez aussi nous laisser vos messages sur le compte Twitter Tennisplay TV ou par mail à l'adresse contact@tennisplay.fr. Le tennis à la télévision cette semaine, c'est toujours très simple. Wimbledon, c'est à suivre sur Canal Plus Sport et Sport Plus. Wimbledon, il y en a aussi beaucoup sur Tennisplay et du très très bon. Le meilleur, la crème. À la crème de la crème. Tennisplay est désormais disponible sur toutes les versions de la Freebox à partir de la mosaïque du Vidéo Club et puis sur le web évidemment tennisplay.fr. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour donc la dernière de la saison car pour aujourd'hui... C'est fini, Michel! C'est fini!